Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi, après que vous ayez entendu l'interview du commissaire Thierry Breton réalisée dans des circonstances que je ne vous décrirai pas, mais c'était pas mal quand même, et j'espère que ça vous a intéressé. Ouvrir donc ce débat introductif qu'Augustin de Rohan-Manet a placé tout à l'heure sous le thème du progrès réenchanteur et aviation, le progrès peut-il recréer le rêve? Voilà le thème par lequel nous allons commencer ce Paris Air Forum. Alors je vais faire un témoignage personnel. J'ai 2 enfants qui ont une vingtaine, un peu plus qu'une vingtaine d'années. C'est vrai que c'est un peu compliqué parfois le dialogue avec eux sur le fait de prendre l'avion et je les vois faire beaucoup d'efforts pour ne pas prendre l'avion quand c'est possible, évidemment, quand c'est impossible, ils le prennent. Ça m'interpelle beaucoup parce que ma génération, je suis un peu plus vieux, donc je pense que on ne s'est pas posé tellement cette question pendant des années. On prenait l'avion, j'allais dire presque comme on prenait, j'exagère, le métro, mais en tout cas, on n'avait pas cette conscience climatique. Et le fait de voir nos enfants nous bousculer et nous interroger là-dessus, forcément, ça nous pose la question. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, et vous avez tous lu le rapport du GIEC, la question, la question de la décroissance de l'aérien est posée par un certain nombre de gens. Alors le terme employé, c'est plutôt sobriété, pour pas dire décroissance, mais le procès qui est fait à l'aérien n'est pas seulement celui des émissions, c'est celui aussi d'un débat sur c'est un mode de transport de riches, c'est un mode de transport finalement qu'on peut remplacer par d'autres qui sont, eux, décarbonés, je pense au train pour les lignes intérieures. Et donc c'est forcément quelque chose sur lequel aujourd'hui il faut répondre, parce que ce sont dans les années qui viennent, c'est maintenant en fait qu'on va commencer à vraiment pouvoir agir de façon forte, alors que, et c'est tout le paradoxe, c'est une industrie qui est pointée du doigt, alors qu'elle a pris des engagements. Je crois que c'est la seule d'ailleurs qui a pris autant d'engagements en matière de réduction de ses émissions à l'horizon 2050 de façon aussi contraignante. Alors pour en parler, nous avons 5 acteurs et vous remarquerez la parité parfaite qui est à cette table ronde. C'est bien de commencer comme ça et d'adresser ce message avec, pour commencer par ma gauche directement, Anne Rigail, qui est directrice générale d'Air France. Bonjour Anne Rigail. Nous avons également Sabine Cloqueux, qui est CTO, Chief Technical Officer d'Airbus. Bonjour. Yannick Assouad, qui est la directrice générale adjointe de l'avionique et membre du comité exécutif de Thales. Nous avons Damien Cazet, qui est le directeur général de l'aviation civile. Et enfin, nous avons Edward Arkwright, le directeur général exécutif du groupe ADP, président de TAV Airports. Alors j'ai envie de commencer peut-être sur le rêve. Quand on regarde, Anne Rigail, les prévisions de cet été, on sort du Covid. Je regardais, on a fait un papier sur la tribune hier sur les reprises du tourisme. Les chiffres de l'OMT, c'est un triplement, alors pas par rapport à 2019, mais en tout cas par rapport au début du Covid. Est-ce qu'on est en train de vivre en fait le retour au monde d'avant? Et par rapport à mes propos liminaires, est-ce que, même si vous allez peut-être nous donner quelques chiffres sur cet été, est-ce que vous imaginez que ça va continuer? Qu'est-ce que, à très court terme, Air France fait pour adresser un message à toute cette génération qui attend, qui a une attente très forte? Oui, alors j'ai les mêmes à la maison, hein, et qui depuis longtemps me challenge, et c'est bien parce que ça fait un vrai aiguillon. Effectivement, on ne peut pas entendre une émission sur l'environnement sans que le transport aérien soit généralement le premier exemple cité. Et ça tombe bien parce que je crois que toute l'industrie s'est vraiment mise en mouvement. Ce qu'on voit, on pouvait se poser la question pendant toute la période du Covid, où finalement la question du est-ce que l'avion reste un rêve, est-ce que on reviendra au voyage après l'épidémie. Aujourd'hui, on a la réponse sur le fait que, d'abord, l'aérien a montré son rôle sociétal pendant toute la période de crise, où finalement, il a fallu ramener des matériels médicaux, il a fallu rapatrier. Et puis, on voit que la raison d'être, et c'est la raison d'être du groupe Air France KLM, du transport aérien, c'est vraiment de rapprocher les cultures. C'est vraiment un vecteur de tolérance. Et ça, je voulais quand même le rappeler, parce qu'on voit dans un monde qui se cloisonne, la première chose qui se passe, c'est qu'on arrête le transport aérien entre les pays qui ne veulent plus se parler. Donc, rapprocher les peuples pour construire le monde de demain, c'est vraiment notre raison d'être. Alors après, les preuves que finalement,
on est dans un monde qui n'a pas envie de se passer d'aérien, même si ça suppose beaucoup de choses et je vais y venir. C'est qu'effectivement cet été, nous, non seulement on compte, mais on voit les clients qui réservent 90% de nos capacités de 2019. Alors, ils voyagent différemment, on voyage plus pour une réunion de 2 heures en métropole. Nous-mêmes, on travaille énormément avec le train parce que, comme vous le dites, beaucoup de gens, quand ils peuvent prendre le train ou un moyen décarboné, ils le font. Et donc, il y a une logique de je prends, pour beaucoup, et je pense que ça deviendra la norme, je prends le moyen de transport qui est disponible, qui est aussi adapté à mon besoin et qui est décarboné. Et donc, on travaille dessus sans du tout le repousser. Un des enjeux, c'est que on avait réussi à faire de ce transport aérien quelque chose d'accessible. Très clairement, même si prendre l'avion, ça restait magique, même si voir cet objet, l'avion qui reste finalement encore un miracle technologique. Moi, quand j'arrive à Roissy et que je vois ces avions au-dessus de ma tête, ça reste toujours une émotion. Prendre l'avion, on prend pas l'avion comme on prend le métro ou le bus, il y a toujours une émotion. On le voit ne serait-ce que sur les réseaux sociaux quand on raconte ses voyages. Pour autant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voyage différemment. Un des points qui montre également que l'avion, ça reste quelque chose qui reste un désirable, c'est nous, on a repris les embauches, alors à petite vitesse, mais on a réembauché 300 pilotes, 200 mécaniciens pour cet été, et très clairement, c'était une question qu'on se posait, est-ce qu'avec tout ce qu'on dit sur le transport aérien, on va encore trouver des personnes qui souhaitent travailler dans ce secteur, et très clairement, on n'a vraiment pas de problème à le faire. Alors, évidemment, ça peut rester désirable l'avion si et seulement si on s'engage résolument dans une aviation plus durable demain. Et je crois que c'est ce que nous faisons tous, alors grâce aux avionneurs, grâce aux constructeurs de moteurs, grâce à tout ce que font mes 2 voisines, et également mes 2 voisins, bien entendu. Très très clairement, on est embarqué et on entendait Thierry Breton confiant. On voit bien que les réglementations arrive, on voit que Fit for 55 finalement a été voté et c'est bien, mais on voit que les compagnies ou les constructeurs vont au-delà finalement des réglementations. Tous les leviers qui sont disponibles très rapidement, on les déclenche. Avions de nouvelle génération, c'est vrai que malgré la crise, on a préservé 1 milliard d'euros par an pour renouveler notre flotte. On a, en début de crise, seulement 7% d'avions de nouvelle génération. En 2025, la moitié de notre flotte. Et ça continuera à monter. Des Airbus 220, des Airbus 350, qui, vous le savez, consomment 20 à 25% de moins. Le deuxième levier qui deviendra le premier et qui est d'autant plus important, vous le connaissez aussi, ce sont les carburants durables. Comment fait-on pour que ces carburants restent accessibles? Alors accessibles en termes de prix, alors restent pas, deviennent, mais qu'ils soient aussi accessibles en termes de volume. Un point qui me surprend toujours, c'est que entre les quotas réglementaires qui aujourd'hui sont tout petits, c'est le quota français de 1%, et ce que nous demandent nos clients qui, eux, veulent décarboner leur transport, on n'arrive absolument pas aujourd'hui à trouver suffisamment de carburant durable. Ce qui montre le chemin à parcourir et que ce chemin, c'est sur toute la chaîne de valeur en partant évidemment des énergéticiens. Et on en parlera tout à l'heure, notamment avec Patrick Pouyanné et Augustin de Romanet dans un prochain débat. Alors peut-être je rebondis sur ce que vous avez dit, j'ai peut-être exagéré en disant on prenait l'avion comme on prenait le métro, mais c'est vrai qu'il y avait ce terme de navette. En France, on avait un tas de liaisons finalement entre Paris et, on disait autrefois la province, entre Paris et les grandes métropoles en prenant une navette. Et bien sûr, il y a les contrôles, il y a tout ça, mais c'était une habitude. Aujourd'hui, il y a des alternatives et cette question aujourd'hui, Édouard Arquois, je la pose à vous. Comment est-ce que Aéroport de Paris et comment est-ce que les grands aéroports ou les petits aéroports peuvent affronter cette situation, faire repartager le rêve? C'est vrai, quand on va dans un aéroport, c'est l'expression même, parce qu'on voit décoller ces magnifiques avions dans le ciel du rêve, mais la responsabilité peut-être n'est plus la même et le rêve est peut-être un peu désenchanté pour certains. Donc comment est-ce que vous arrivez à projeter dans l'avenir vos métiers? Bien, bonjour à tous. D'abord, pour reprendre juste le propos introductif peut-être d'Anne et le vôtre, Philippe,
Notre métier, il a besoin d'être réinventé sur le rêve, c'est-à-dire pas seulement sur le progrès. Et je pense que ce qui était intéressant dans le propos qui vient d'être tenu par Anne, c'est de sortir d'une phase dans laquelle le secteur a pu parfois se parler à lui-même, se parler de ses prouesses techniques, de ses prouesses technologiques. Là, on a un formidable champ d'innovation dont la journée permettra de parler sur la décarbonation, mais ne pas oublier que le rêve va commencer par l'usage. Le rêve va commencer par les propos qu'Anne a évoqués, l'aviation facteur de liberté, de fierté, de connexion des personnes les unes avec les autres. Et d'ailleurs, quand on est sorti de la plus grande période de l'immobilité de l'histoire de l'humanité qu'on a connue, la première chose dont les gens ont voulu, ça a été de reprendre l'avion et de revoyager. Donc c'est bien qu'il y a un ferment de rêve qui va bien au-delà de la technique et de la prouesse technologique. Alors ce rêver, ça ne veut pas dire s'endormir sur les difficultés du moment, ce qui est un petit peu sous-jacent à la question qui vient d'être faite. Donc un aéroport, c'est d'abord, il parle d'abord à ses clients compagnie, à ses clients passagers, il leur fournit une expérience, et c'est pas parce qu'on est dans une période dans laquelle il y a plus de contrôle, plus de contraintes ou qu'on a envie de voyager, qu'on a envie d'attendre plus longtemps, d'attendre dans des mauvaises conditions. Donc la croissance des contrôles ne s'est pas accompagnée d'une décroissance de l'attente des passagers, bien au contraire. Et ça veut dire travailler chacun des points de contrôle, travailler les fondamentaux pour l'été, c'est-à-dire la frontière, la sûreté, l'assistance aux personnes handicapées, et puis y ajouter le supplément d'âme qui entretient ce rêve, c'est-à-dire on porte une marque, on porte une exigence d'hospitalité, on porte une vision du voyage comme un voyage facile, comme un moment dans lequel on a envie d'une expérience de qualité. Et c'est cette ambition de marque, cette ambition d'hospitalité qui porte des projets comme ceux qu'on peut avoir au sein du groupe ADP avec une franchise d'hospitalité aéroportuaire qui s'appelle Extime, mais globalement celui de monter le niveau de qualité des aéroports. Et je le disais, c'était bien seulement dans nos process d'exploitation, mais également dans les murs et dans l'image de marque que portent nos murs au service de nos clients et des attentes de ces clients. On va vers une croissance de ces attentes. Donc il faut que nos aéroports, où qu'ils soient dans le monde, et c'est peut-être le dernier point, cette attente de rêve et d'hospitalité et d'usage, elle n'est pas propre à Paris, elle est exprimée par tous nos clients, partout dans le monde. Et donc il faut là aussi sortir peut-être parfois de nos petits sujets et voir que cette ambition d'hospitalité, on va essayer de la proposer à tout le monde au service des compagnies et des passagers. Je me permets de vous relancer sur cet été, puisque on disait les avions sont presque pleins. Et il y a eu beaucoup de salariés qui sont plus là peut-être pendant la crise Covid. Est-ce que vous avez des difficultés aujourd'hui pour pouvoir faire face d'un point de vue logistique? Est-ce que la technologie peut permettre aussi de fluidifier? On parle beaucoup, alors on parle de biométrie, on parle de divers systèmes d'applications qui permettent de accélérer les contrôles et de les dématérialiser. Est-ce que vous avez là-dessus des annonces à nous faire sur une amélioration de l'expérience passager, peut-être pas dès cet été, mais en tout cas le plus vite possible? Alors sur le recrutement, le sujet a fait l'objet de beaucoup de commentaires. Donc on a vu suite aux interpellations d'Augustin Dromanet, de nombreux acteurs du secteur affluer beaucoup de demandes, de propositions, de CV. Je pense que d'une manière générale, chacun fait ses meilleurs efforts pour réussir à ce que l'ensemble des postes soient pourvus pour cet été. Je ne suis pas certain qu'ils le seront tous, mais je pense qu'on ne peut pas déployer plus d'efforts que ceux qui ont été déployés jusqu'à maintenant. La solution de long terme ou de moyen terme, en fait, c'est pas une solution, c'est un complément. C'est-à-dire qu'on a des passagers qui attendent sur certains aspects que la technologie aide, c'est la smartisation, c'est-à-dire un parcours passager le plus en couture possible, dans lequel les passagers sont reconnus et on peut supprimer des points de rétention ou des points d'attente et profiter du temps gagné pour fournir une expérience différente. Un exemple, celui qu'on fait avec le groupe Air France KLM à Orly sur une expérimentation qui s'appelle Saga, qui permet de regarder dans quelle mesure on peut utiliser la biométrie, et avec la police aux frontières pour regarder dans quelle mesure on peut utiliser la biométrie pour faciliter le passage de la frontière au-delà des SAS-PARAF. De façon assez simple, vous êtes enregistré ou pré-enrôlé à l'avance et on va utiliser le temps dont vous avez besoin pour cheminer dans l'aéroport pour vérifier que c'est bien vous et que vous avez bien le droit de prendre l'avion. Donc ça, c'est une expérimentation qui est en cours avec des résultats qui sont déjà prometteurs dans le cadre d'autorisation, évidemment, informatique et liberté.
Et puis, d'une manière générale, la smartisation, c'est ce qui va permettre de résoudre le paradoxe ou les injonctions contradictoires que j'évoquais. Plus de contrôle, plus de contraintes, et des passagers qui veulent une expérience à chaque fois meilleure, des infrastructures qui ne peuvent pas croître ou qui croîtront beaucoup moins. Et donc, comment améliorer l'efficacité opérationnelle, ne pas construire de nouveaux terminaux, répondre aux attentes de nos clients. La technologie, aujourd'hui, est à portée de main, il reste à la déployer, mais elle est sous la main. Alors, il y a actuellement à Paris, au Musée des Arts Décoratifs, une magnifique exposition sur le Petit Prince. Vous me voyez venir avec Sabine Cloquet, peut-être parler d'innovation. Est-ce qu'on vit le deuxième moment Saint-Exupéry de l'histoire de l'aviation, toujours dans ce rêve? Et qu'est-ce que chez Airbus, vous pouvez nous promettre, alors à court terme et à plus moyen-long terme? Donc je pense effectivement, le rêve de la mobilité, de se connecter avec le monde, et on a entendu des témoignages, c'est toujours très moteur en nous, et on le vit exactement en ce moment, après, au milieu de différentes crises, et je pense que ça va rester. En tant qu'ingénieur, en plus, moi je dois dire oui, c'est une phase vraiment excitante. On a un rêve qui se manifeste et qu'on met en exergue pour qu'il devienne réalité, parce que notre industrie, nous tous ensemble, nous nous sommes engagés vers les objectifs de décarbonation, et chez Airbus notamment, nous sommes convaincus, et c'est ce qu'on voit en fait, on ne peut pas y arriver juste avec les technologies existantes. Donc on peut faire beaucoup de choses, et on pense qu'on doit agir dans plusieurs domaines. Donc on a parlé de renouvellement de flotte, c'est effectivement un grand facteur. Aujourd'hui, seulement à peu près 20% de la flotte mondiale est en fait avec les derniers standards. Donc à chaque fois quand on prend un nouvel avion, on a un gain de 20-25%. Pareillement, on a parlé des SAF, des Sustainable Aviation Fuels, qui sont une étape super importante. Tout est là. Les avions, ils peuvent déjà les prendre jusqu'à 50%. On est en train de travailler pour aller jusqu'à 100%. Maintenant, il faut mettre en exergue les différents moyens pour avoir cette uptake industrielle, pour rendre les SAF disponibles. Mais justement, nous sommes convaincus qu'il faut aller plus loin, et justement, c'est une phase, je trouve, vraiment excitante, parce que nous sommes en train de préparer aussi les décennies du futur de l'aviation. Et c'est là que se rejoignent ce besoin de mobilité, de se connecter, et aussi, on va dire, un rêve technique. Et donc, chez Airbus, on a mis une ambition en route. Nous voulons avoir le premier avion zéro émission dans le marché, dans un secteur, on va dire, d'aviation commerciale, à 2035. C'est-à-dire qu'on regarde aussi vraiment des nouvelles technologies comme l'hydrogène. Et si on veut, les technologies sont là. Nous sommes convaincus qu'on les voit dans différents secteurs. Maintenant, c'est l'adaptation sur le monde de l'aviation. Donc, ça veut dire qu'on travaille avec tout l'écosystème, parce qu'on ne peut pas le faire tout seul, à vraiment maturer d'abord les briques techniques et technologiques entre un réservoir qui sait prendre de l'hydrogène, entre la distribution sur l'avion. On parle d'hydrogène liquide, c'est-à-dire c'est très froid, c'est à moins de 253 degrés, donc du coup il y a plein de défis techniques, mais aussi bien sûr la combustion en elle-même, avec des moteurs adaptés qui sachent prendre justement de l'hydrogène, ou alors des piles à combustible qui seraient capables de faire de l'énergie électrique directe, pour effectivement tout maturer pour pouvoir prendre les bons choix dans quelques années pour être prêt en 2035. Donc nous sommes convaincus qu'il faut faire ce pas de préparation. Bien sûr, il faut tout prendre sur le chemin qui soit possible. Mais si on ne le fait pas aujourd'hui, ce rêve, il ne sera pas matérialisable.
Alors, si on écoute les nouvelles générations, il y a eu, lors du dernier Paris Air Forum, j'avais animé un débat avec des jeunes étudiants. C'était assez intéressant. Certains étaient assez radicaux et n'y croyaient pas du tout à l'hydrogène. Ils voyaient ça comme une technologie incertaine. Et il n'y a pas que des jeunes engagés ou plus ou moins radicaux qui le disent. Il y a également des ingénieurs, des experts. Ils l'ont même écrit dans des interviews dans la Tribune en disant: est-ce que ça vaut vraiment la peine de passer autant de temps et d'argent à une technologie qui ne pourrait pas être à l'échelle, en tout cas, notamment pour le long courrier, du rêve de l'aviation qu'on vient de décrire? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux mettre tous nos moyens sur la décarbonation des carburants, donc les fameux SAF, sachant que dans les SAF, mais on en reparlera tout à l'heure, il y a plusieurs types de SAF. Disons, les bio-SAF, tout ce qui vient du végétal permettrait, si on arrivait à 100%, si je ne me trompe pas, je ne suis pas un expert, hein, mais Fabrice Glisinski m'a tout dit. Donc si on arrivait à 100%, on peut réduire de quasiment 80% les émissions, donc c'est quand même un rapport assez important. Et puis les nouveaux fuels synthétiques qui pourraient être produits demain, à condition que l'électricité soit verte, enfin bon, etc., permettraient là carrément d'être neutre, complètement neutre. Et la promesse, c'est la neutralité en 2050. Donc est-ce que, évidemment c'est une question politique qui est compliquée, mais vous, en tant qu'ingénieur, est-ce que vous vous dites pas peut-être la première étape est la plus importante, c'est celle de ces carburants durables, et qui elle-même suppose et repose sur une coopération, notamment, on en parlera tout à l'heure avec Total Énergie. Donc effectivement, on est convaincu qu'il n'y a pas le fameux silver bullet, la technologie qui peut résoudre tous nos challenges. Effectivement, nous sommes convaincus qu'il faut aller plus loin. Donc si on veut vraiment être zéro émission, l'hydrogène est très prometteur en fait. Maintenant, effectivement, il faut tout préparer, à la fois l'avion, à la fois l'écosystème, parce que il faudra des réservoirs dans les aéroports. Il faut préparer les aéroports, il faut préparer aussi la certification, les autorités, les réglementations. Mais on est très heureux aussi qu'on voit qu'il y a une dynamique qui s'est créée assez vite, en fait, après notre annonce d'aller dans ce défi. Et on a des partenariats, par exemple, avec le groupe ADP pour justement regarder comment adapter les aéroports et pour aller plus loin. Effectivement, il y a des défis techniques. Donc, nous travaillons avec ce qu'on appelle des démonstrateurs, donc pour aller vite, pour apprendre vite, pour faire les premières briques technologiques d'abord. Et effectivement, on travaille avec tous les partenaires de l'écosystème, parce qu'il faut vraiment mettre tous ceux ensemble qui ont les meilleures briques et la meilleure expérience. Donc, c'est aussi une expérience qui passe cross-sectorielle. Nous travaillons beaucoup avec le spatial, bien sûr, mais aussi avec d'autres secteurs, parce que le savoir-faire, il est là. Il faut maintenant réunir toutes les forces, mobiliser tout le monde pour le faire. Et alors, l'objectif, juste pour terminer pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, c'est dans 4 ans, sur un A380, un premier vol d'essai. Justement, nous sommes en train de préparer beaucoup de démonstrateurs un peu partout. On a ce qu'on appelle des Zero Emission Development Centers. On les a en France, à Nantes par exemple. On les a dans tous nos sites en fait, que ça soit pour la préparation des réservoirs, pour la préparation du système de distribution. Et nous avons aussi lancé un premier démonstrateur pour voler pour la première fois avec de l'hydrogène, donc avec le 380, où on va intégrer un moteur à combustion, en plus des 4 moteurs qu'il a, dans un endroit donc, à l'arrière, pour qu'on puisse mesurer aussi les effets vraiment sans impact des autres moteurs. Et avec justement un réservoir complètement intégré à l'intérieur de l'avion, on a suffisamment de place pour justement pouvoir tout établir dans les normes de sécurité et pour justement avoir cet apprentissage important de le voler pour une première fois et pour savoir maturer les différents steps.
Merci. Yannick Assouad, en attendant donc l'espoir que l'innovation permette de faire une vraie rupture avec l'hydrogène, chez Thales, vous travaillez sur pas mal d'autres progrès pour permettre, on disait, chaque point de CO2 va compter et il y a des moyens d'optimiser. Alors, les trajectoires notamment, également l'électrification de l'avion pour son déplacement au sol. Qu'est-ce que vous faites, vous, chez Thales, et quel est un peu le calendrier des changements qu'on peut espérer en matière déjà de décarbonation? Alors oui, je pense qu'il y a des échelles de temps, en effet, Augustin Romanet en parlait. Il y a différentes échelles de temps dans l'industrie. Il y a des choses qu'on peut faire plus immédiatement que d'autres. Karine parlait d'un moteur à hydrogène. Effectivement, c'est pas demain matin qui va motoriser un avion commercial. Mais en attendant, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Les SAF, on en a parlé. Il faut continuer à investir sur les SAF. Mais on voit également qu'il y a beaucoup d'inefficacité dans nos opérations aériennes. Anne le sait. Donc, Thales travaille sur l'optimisation des trajectoires à 2 niveaux. À bord, donc c'est l'optimisation de la trajectoire d'un avion donné. Et puis plus globalement, à travers l'ATM, qu'on va rebaptiser Air Traffic Flow Management plutôt que Air Traffic Management, pour embarquer dans les logiciels de l'ATM beaucoup plus de prédictifs. Donc je reviens à l'avion. Thales développe des systèmes de flight management, de gestion de vol, si je veux le dire en français, qui permet de prendre en compte en temps réel des données externes, comme des données météo, mais également de permettre à un pilote d'optimiser sa trajectoire en fonction de son environnement et de ce que lui dit l'ATM, de manière à monter progressivement. On le sait bien, les montées par phase consomment plus de carburant qu'une montée continue à une vitesse donnée, qui est la vitesse optimum de montée de l'avion que le constructeur sait très bien calculer, mais également les descentes, mais également les trajectoires qui sont loin d'être des lignes droites entre un point A et un point B aujourd'hui. Mais également les vents porteurs. On sait très bien qu'il y a beaucoup d'inversions de vent en fonction de l'altitude, et quelquefois changer de 3000 ou 4000 pieds peut largement contribuer à diminuer la consommation d'un avion donné. Donc ça, c'est les systèmes dits Pure Flight que nous développons, qui gardent un monde fermé qui est lié aux commandes de vol et qui doit être extrêmement sécurisé sur l'avion, et puis un monde ouvert qui communique par des liens extrêmement bien cyber-sécurisés entre les deux, qui permettent au pilote assez automatiquement de changer de ses trajectoires et de l'intégrer directement dans le système de gestion de vol. Donc ça, c'est l'optimisation locale de l'avion. Ensuite, il y a l'optimisation plus globale que fait l'ATM et que fait le Flight Control, la DGAC en France, qui met en œuvre ces systèmes. Aujourd'hui, ces systèmes ne sont pas prédictifs, ils sont en train de le devenir en France, mais ce n'est pas le cas du tout général au niveau mondial, et de donner au contrôleur une vision minute après minute de l'ensemble des avions et lui donner des voies d'optimisation sur des critères qui peuvent être la consommation de carburant, entre autres, sont des systèmes qu'on met de plus en plus en œuvre et qu'on propose aux clients, qui intègrent des données de prédiction, grâce à l'intelligence artificielle d'ailleurs, dans les systèmes, de manière à prévoir effectivement à partir des données de vol de chaque avion, d'où l'importance d'un lien bord-sol, où sera un avion donné dans la prochaine minute et comment on peut optimiser l'ensemble. Donc 2 systèmes, un local, un plus général, qui permet globalement d'optimiser. Bon, on estime qu'à travers ces optimisations, on peut gagner probablement 10% de consommation de carburant. Les quelques expérimentations qui ont été faites d'ailleurs, soit avec Airbus, soit avec Air France, sur des trajets assez courts montrent
qu'on a mesuré des choses entre 6-8%. Et donc, y compris, ça se mesure. On pense, nous, qu'on peut aller un peu plus loin, parce qu'on n'a pas parlé de ces effets-là, mais il y a les effets non CO2 qui contribuent au réchauffement de la planète et qui pourraient également être évités. Il y a quand même des modèles qui permettent de prévoir les conditions où on forme ces traînées de condensation qui, malheureusement, contribuent au réchauffement climatique. Et là aussi, on peut probablement aller bien au-delà des 10% de gains en prenant en compte les effets non CO2. C'est intéressant ce que vous dites sur la condensation, parce que pendant quelques années, on entendait plutôt dire que ça n'avait pas d'effet sur le réchauffement. Donc c'est quand même bien que la transparence et que la vérité soient dites. Et je crois que, comme on le disait, on a trop pêché dans notre secteur, dans l'entre-soi. Je pense qu'on doit effectivement reconnaître que l'avion a énormément de bénéfices. On parlait de rêve, on parlait de son utilité sociétale, mais il y a des travers, il y a de la consommation, mais il y a aussi des effets secondaires, et je crois que c'est bien d'en parler, c'est bien de les étudier, parce que finalement, de ne pas en parler fait qu'on n'étudie pas, et je crois qu'il y a de plus en plus de scientifiques maintenant qui s'intéressent à ces sujets-là, et à nous, industriels, de prendre ces données et d'en faire bénéficier l'ensemble de l'écosystème. Un autre élément du rêve à plus long terme, c'est le quantique. Alors, ce n'est pas les ordinateurs, c'est des capteurs, si j'ai bien compris. Vous pouvez nous en dire de façon simple quelques mots et à quel horizon Alors, je vais essayer de le faire de façon simple. C'est le GPS de l'aviation, en gros. Le métier de Thales, c'est de faire des capteurs et de faire derrière ces capteurs des chaînes intelligentes qui optimisent les données de ces capteurs pour rendre un service à un avion en particulier. Dans l'avion, il y a beaucoup de capteurs. Il y a des capteurs de vitesse, il y a des capteurs d'altitude, donc de pression, en fait, que Thales fait, bien sûr, et met en œuvre. Il y a des capteurs qu'on appelle des systèmes inertiels qui permettent de positionner l'avion en X, Y, Z sur la planète, et de faire en sorte qu'on sait à tout moment où un avion se situe sur la planète. Aujourd'hui, ces systèmes sont faits par des gyrolasers, qui sont des systèmes relativement chers, lourds, et qui ont une précision qui est de quelques mètres sur un Paris-New York, qui même si vous ne le recalez pas, pourrait être de quelques kilomètres. Il se trouve qu'on le recale avec les GPS aujourd'hui, mais si vous perdez le GPS, vous êtes à une précision du kilomètre, aujourd'hui sur une distance de 6000 km. Parce qu'il dérive dans le temps, tout simplement. Demain, le quantique, grâce aux atomes froids, permettra d'avoir une précision quasi absolue, qui sera de l'ordre du mètre sur un Paris-New York ou de quelques dizaines de mètres sur un Paris-New York, et qui permettra de vraiment situer l'avion, y compris en se passant du GPS. Donc plus de sécurité et moins de CO2 ? Alors, plus de sécurité, ça c'est tout à fait vrai. Probablement moins de CO2 dans la fabrication du capteur lui-même, mais sur l'avion, ça ne changera pas grand-chose. Il faut encore qu'on les allège, ces capteurs, parce qu'aujourd'hui, ils ont besoin d'une infrastructure. Tu parlais de froid, Karine. Aujourd'hui, on parle d'atomes froids qui fonctionnent à des températures extrêmement négatives. Il faut effectivement encore faire beaucoup de recherches pour que l'infrastructure autour de ces capteurs diminue et qu'on puisse les mettre en œuvre dans l'aéronautique. Mais quand on parle d'horizon de temps, voilà, ça c'est un horizon plutôt 10 ans. Mais il faut travailler dans l'aéronautique, il faut absolument maturer ces technologies parce qu'on a besoin qu'elles soient extrêmement fiables, extrêmement sécurisées, parce qu'il y a quelque chose qu'on ne doit pas lâcher en optimisant le CO2, l'empreinte CO2 d'un avion, c'est la sécurité. Et je pense que le transport aérien est devenu quelque chose d'extrêmement sûr. Ça ne s'est pas fait sans un effort considérable de l'industrie sur la fiabilité des systèmes, mais aussi de l'architecture des systèmes. C'est extrêmement... Bon, Karine en parlerait mieux que moi, mais clairement, il ne faut pas qu'on abandonne ce Graal qui fait qu'on peut rêver sans risque de prendre l'avion.
Damien Cazé, donc vous êtes le directeur général de l'aviation civile, vous êtes là et merci d'être là parce qu'on sait que dans cette période vous êtes encore en devoir de réserve, mais vous pouvez peut-être quand même nous dire un certain nombre de points sur le rôle de la DGAC dans cette direction qui est prise en matière de décarbonation. Alors je vais faire un parallèle, de même que l'hydrogène, Airbus y croit, comme Renault a cru à l'électrique à un moment, peut-être comme quelque chose qui fait bouger l'écosystème. Est-ce que vous avez l'impression que là aussi, et grâce à la réglementation et à l'association réglementation-innovation, on peut faire bouger tout un écosystème aussi complexe que celui de l'aéronautique dans la bonne direction et à quel horizon, qu'est-ce que vous voyez venir comme changement? Est-ce que vous avez votre rôle, c'est aussi peut-être de fixer un certain nombre de rendez-vous? D'abord, tout ce qui a été dit précédemment est très vrai, notamment ce que dit Yannick sur le fait qu'on va avoir de formidables développements à l'avenir et qui changent immédiatement la vie des gens. Je pense au guidage RNP qu'on a mis en place à Ajaccio. Ça sécurise l'arrivée à Ajaccio. Ça veut dire que quand vous allez à Ajaccio, maintenant, quel que soit le temps ou presque, vous êtes sûr d'aller à Ajaccio et de ne pas vous retrouver à Bastia, ce qui change tout de même pas mal de choses. Trois choses. D'abord, je pense que le rêve, il est très exprimé, très incarné par ce qui a été dit. Il est aussi très représenté par plusieurs acteurs qui sont dans la salle, qui représentent des petites structures. Et ce qui me surprend, c'est qu'il y a à la fois une dynamique forte des grands groupes et qui entraînent, ou qui sont parfois poussés par de petites structures. Il y a un formidable besoin et fort d'innovation. Et que par ailleurs, ça a été dit aussi, les générations à venir, enfin pas que les plus jeunes, ne se paieront pas de mots et ils veulent avoir effectivement l'intégralité des effets et ils seront très exigeants. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas de rétablir la situation d'avant, on ne retrouvera jamais la situation d'avant. Deuxièmement, je trouve qu'il y a une certaine loupe, si vous me le permettez, parisienne dans ces propos. Parce que la situation est très différente dans les territoires. Il y a aussi une formidable attente d'innovation, d'abord pour le bruit, parce que c'est d'abord la nuisance la plus immédiate, la plus fortement ressentie par nos concitoyens, et deuxièmement la connectivité, qui fait que beaucoup de territoires, et pas uniquement pour des raisons économiques, mais pour des raisons aussi technologiques, d'infrastructures, de coûts, ont l'impression d'être un peu à l'écart de l'aviation et ont besoin, et ça c'est très ressenti, à la fois de transport aérien, mais aussi d'innovation. J'étais vendredi dans une grande métropole du Sud qui veut développer les taxis volants parce qu'elle pense que c'est essentiel pour le développement de sa métropole. Non, et c'est pas réservé uniquement à Paris, et quand vous allez en Outre-mer, la situation est encore très différente. Ils attendent des infrastructures, de la connectivité, et ils voient ça parfois d'un air un peu amusé dans le meilleur des cas, parfois un peu agacé de voir qu'on se concentre sur des grandes théories globales à très long terme. Ils ont des besoins immédiats. Et inversement, au niveau international, j'étais au Conseil jeudi à Luxembourg. D'abord, Fit for 55 n'est pas totalement passé. On est bien engagé dans la procédure grâce à l'unanimité des acteurs européens, ce qui n'était pas évident pour des raisons extra-aviation d'ailleurs. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une formidable convergence des points de vue européens. Et inversement, lorsque vous allez non pas à Luxembourg mais à Montréal, vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué parce que les réticences, les hésitations, les procès d'intention qui sont faits à l'Occident sont très forts, les besoins aussi de développement sont très forts et on aura in fine un formidable devoir d'explication et d'entraînement sur tous les pays. Ce que j'aurais ramassé ainsi, c'est que c'est bien qu'on ait ces débats, il faut qu'on les ait d'ailleurs en vérité, y compris avec toutes nos faiblesses, y compris d'ailleurs avec tout ce que disait Yannick, avec toutes nos interrogations, les questions auxquelles on ne répond pas, mais il ne faut pas faire une devanture, afficher une devanture qui ferait qu'on ne serait pas crédible. Et inversement, il faut voir que le combat est très fort. La concurrence est très forte, elle est intra-européenne, mais elle est aussi dans l'ensemble du monde, et qu'on a besoin d'être unis
l'ensemble des acteurs pour montrer qu'on sait tracer une voie qui permet de décarboner à l'horizon 2050 totalement le secteur aérien. Pour l'instant, ce devoir d'explication, il est entamé, il n'a pas fourni encore tous ses effets. On a des acteurs, Air France, Airbus, ADP ou Thales, qui aussi nous aident à montrer qu'on a des solutions qui rendent compatible à la fois le progrès de la décarbonation et aussi le développement du secteur aérien, ce dont beaucoup de pays ont vraiment fondamentalement besoin. Et inversement, en France, je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur aérien versus train. C'est un long phénomène qui a été inscrit depuis les années 80. Les Français, d'ailleurs, choisissent eux-mêmes. Ce qui compte, c'est qu'on améliore le parcours client et on a encore beaucoup à faire. Air France et la SNCF sont très engagés, mais il ne faut pas pleurer sur le lait renversé en disant que le ferroviaire va remplacer l'aérien. Le ferroviaire et l'aérien sont naturellement complémentaires. C'est d'ailleurs le besoin qu'on éprouve tous et c'est inscrit depuis 40 ans dans les investissements de l'un comme de l'autre. Peut-être une question à laquelle vous me faites penser, peut-être pour faire un tour de table, c'est cette communication vis-à-vis du public. On voit commence à y avoir des procès pour publicité mensongère d'un certain nombre de compagnie, je crois qu'il y a KLM qui s'est fait épingler par une ONG sur le fait de dire c'est de l'aviation durable. Donc comment est-ce que Anne Rigail et peut-être on peut en parler également avec Edward Arkwright, mais comment est-ce qu'on arrive à convaincre? Le rôle de Paris Air France, c'est peut-être d'essayer de dire les choses sérieuses qui ont été dites depuis. Mais quand on doit transmettre tout ça à une personne de 20 ans ou à un militant écologiste, comment on fait et la démarche par la preuve, ça se passe comment, Anne Rigail? Par la preuve, en s'appuyant sur des données scientifiques, d'où ce que disait, je crois, Yannick, le fait d'ouvrir l'écosystème. Effectivement, on a entendu il y a des années dire que les contrails, les vapeurs de condensation, ça n'avait aucun impact. Aujourd'hui, on sait que c'est faux, on travaille parce que les scientifiques travaillent et si on n'a pas les solutions, c'est qu'effectivement, il faut faire marcher la recherche. Et je crois que la façon de faire passer les messages aujourd'hui, c'est de s'appuyer sur les données, d'ouvrir complètement, y compris en disant ce qu'on doit modifier, ce qui n'est pas extraordinaire, d'avoir une posture d'humilité, d'avoir une posture d'authenticité, d'être aussi volontariste. Quand on s'engage selon les normes SBTI, donc Science Based Target, à avoir une trajectoire de décarbonation, ça veut dire qu'il faut qu'on aille au-delà des réglementations. Ça veut dire qu'il faut qu'on trouve 10% de SAF minimum à l'horizon 2030. Et ça, il faut le dire. J'ai entendu des émissions qui parlaient de greenwashing également parce que ils considéraient que le transport aérien avait une croissance très forte. C'est vrai que, par exemple, quand on va en Afrique, moi j'étais à Dakar vendredi, vous voulez parler de l'environnement à un journaliste, ça les intéresse pas. Ils ont d'autres enjeux, enjeux très court terme. Donc il faut bien voir que le transport aérien, il n'est pas franco-français. Quand on parle de la navette ou de domestique, on parle de ça. Et donc vraiment l'enjeu, c'est d'entraîner, je crois que l'effet d'entraînement, et d'expliquer ce que nous faisons, d'expliquer aussi combien ça coûte. Quand on regarde pour décarboner notre secteur, c'est des milliards d'euros à l'horizon 2050. Donc pour que la chaîne de valeur résiste, parce que moi quand je regarde ça sur le business model d'Air France, des centaines de millions d'euros dès 2030, ça passe pas. Il va falloir que les réglementations intègrent aussi la façon pour que sur l'ensemble de la chaîne de valeur, on puisse encore fonctionner. Donc de l'humilité, des chiffres. Parler en valeur absolue, c'est bien l'efficience et l'optimisation, mais ça intéresse pas tellement les jeunes générations qui sont à notre table le midi ou le soir. Eux, il faut leur donner des chiffres, des ordres de grandeur. Le fait que, par exemple, Air France s'engage à baisser en valeur absolue ses émissions à l'horizon 2030, donc à moins 12% par rapport à 2019, et le fait qu'on ait déjà fait moins 6% par rapport à 2005, c'est des chiffres clairs. On s'embrouille, mêle pas les pinceaux avec des hypothèses de croissance. C'est clairement ce que nous engageons à faire en valeur absolue. Donc, des faits, on a d'ailleurs fait, je vous invite à aller le voir, un site Air France Act qui effectivement a pour but de parler d'une manière humble, de reconnaître les difficultés à décarboner ce secteur, qui est probablement le plus difficile à décarboner, mais de montrer également tous les progrès qui sont faits et tous les engagements.
Merci beaucoup. On a une minute, peut-être, Édouard, pour ce changement aussi du modèle de l'aviation. On a un peu parlé entre les pays matures, les pays occidentaux, et le besoin de se déplacer dans les endroits où il n'y a pas le choix que de prendre l'avion. Ça laisse quand même beaucoup de place encore à l'aviation et au rêve. Oui, mais je voudrais juste ajouter un point sur ce que vient de dire Anne. On a peut-être manqué le tournant du CO2. Il y a des combats qu'on peut gagner si on se mobilise aujourd'hui sur les combats de demain. On a la biodiversité, on a l'artificialisation, l'imperméabilisation des sols, on a des nouvelles compétences ou des nouveaux métiers ou des nouveaux champs. Donc on a raté un certain nombre de marches, peut-être qu'on était trop auto-centré ou progrès-centré, on peut réussir les combats d'après, et cela, ça permettra de réenchanter comme on l'a dit. Sur les autres pays, ça les intéresse pas. Est-ce que le modèle du hub international, avec un monde plus fragmenté, peut encore se ah oui, clairement, et on voit qu'on en a tous, enfin tout le monde en a besoin, tous les pays en ont besoin. Où que l'on soit dans le monde, on voit que la demande d'aviation est là, dès lors qu'on est sorti d'Europe. Donc l'enjeu des progrès techniques qui ont été évoqués, c'est de rendre possible cet accès au rêve à ceux qui aujourd'hui en sont éloignés, 95% des habitants, comme l'a rappelé Augustin Romanet tout à l'heure. Et ça veut dire peut-être aussi, et on terminera là-dessus, sur le changement de l'écosystème, avec l'arrivée peut-être de l'hydrogène, des investissements absolument colossaux aussi à faire pour adapter les aéroports. Parce que l'avion, il décolle quelque part, il atterrit autre part, donc il faut que l'hydrogène soit partout. Regardez, que ça soit l'hydrogène ou autre chose. Ce qui est certain, c'est qu'il faut regarder de façon lucide que l'ami de l'aviation en Europe, c'est le train, que l'avenir d'un aéroport, c'est un hub multi-énergie. Très bien, je crois que ça sera le mot de la fin. On aura un débat sur les énergies dans quelques minutes. On est presque à l'heure. Donc merci à tous les 5 pour ce débat.